Sputnik France. Bonjour Monsieur Plateau. Heureuse de vous revoir. Juste pour rebondir sur le boycott, donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Les élections vont avoir lieu. Le MRC s'élimine lui-même d'office. Vous allez reprendre des manifestations, des marches. Au sein de votre propre parti, je pense à M. Kingué, ça a fait grincer beaucoup de dents, des gens sont partis. M. Kingué, des gens sont partis, ça n'avait pas l'air d'être une unanimité la plus totale. Donc ma première question, c'est quelle stratégie vous allez appliquer, parce que les élections vont avoir lieu de toute façon, et le MRC n'aura pas aucun siège. Et ma deuxième question, c'est, vous dénonciez tout à l'heure le peu de couverture des médias français, parce qu'en fait, il semble y avoir un parti pris des autorités françaises en faveur du président Biya. Est-ce que vous avez senti un frémissement de la position française? Est-ce que vous avez pu rencontrer un certain nombre de responsables? Est-ce que vous pensez pouvoir avoir des soutiens ou la situation est toujours la même? Merci. Je voudrais d'abord dire ceci. Il y a une petite erreur sur le statut politique de certaines personnes. Monsieur Paul-Éric Kingué n'est pas militant du MRC. Il n'a jamais été militant du MRC. Il était un allié du candidat Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Nous avions un accord de parti à parti avec son parti qui s'appelle le MPCN. MPCN. Donc, on avait un accord que si on était victorieux à la présidentielle, on irait aux législatives et municipales ensemble et qu'on se soutiendrait mutuellement en fonction du niveau d'implantation de chaque parti dans telle ou telle circonscription. Pour faire simple, voilà les termes de notre accord. Donc, si c'est là, pour vous, le signe de dissension au sein du MRC, vous voyez bien qu'il n'y a pas de dissension puisqu'il ne s'agit pas d'un militant du MRC. Quelle est la stratégie du MRC? D'abord, si le MRC avait, et forcément tout parti politique qui se respecte et qui est sérieux à une stratégie, il ne viendrait pas l'exposer à la presse. Je pense que la notion de stratégie, dans son essence même, veut qu'on ne rende pas public une stratégie, sinon c'en est plus une. Voilà. Mais maintenant, vous avez dit, est-ce que vous allez prendre les marches? Il y a un certain nombre de choses. Nous avons l'avantage au MRC d'annoncer et d'afficher ce que nous faisons. Et dans mon message à mes compatriotes à la fin de l'année 2019, nous avons indiqué très clairement les étapes suivantes. Nous avons dit, nous ferons tous les efforts nécessaires, que par tous les moyens, nos camarades qui sont encore en détention soient libérés. Mamadou Yacouba Mouta et les 14 autres, y compris Serge Branco Nana, dont on nous dit d'ailleurs que sa vie pourrait être en danger puisqu'il est détenu en fou et que son avocat n'a pas pu le rencontrer alors qu'il n'a pas pu se présenter au tribunal, il n'a pas été extrait quand son avocat, Maître Chimfou, est allé lui rendre visite en fou, on l'a éconduit. Et il y en a d'autres. Nous sommes en train de nous battre. Sur le plan interne, toutes les procédures judiciaires sont engagées. Et tous nos avocats sont mobilisés pour suivre ces procédures de façon à ce que nous ayons un aboutissement heureux des poursuites qui sont engagées contre eux. Mais si cela ne prospérait pas, et il faut craindre au regard de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, où nous avons épuisé toutes les procédures judiciaires, y compris les procédures incidentes, et à aucun moment nous n'avons obtenu gain de cause sur plus de 200 dossiers. Plus de 200 dossiers. Jamais on n'a obtenu gain de cause. Ne serait-ce que même en termes de libération provisoire ou d'habeas corpus. Alors que nous étions interpellés avec du personnel de maison qui était là juste pour faire leur travail. Et une dame qui travaille chez un de nos alliés, camarades, qui s'est retrouvée
interpellée et détenue avec nous pendant 9 mois, avec les mêmes charges. C'est-à-dire qu'elle encourait la peine de mort comme nous, pour hostilité à la patrie. Enfin, contre la patrie, pardon. Hostilité contre la patrie parce qu'elle est derrière les fourneaux pour préparer à manger, pour la maisonner. Ça, c'est une conception absolument particulière de l'hostilité contre la patrie. Il faudrait laisser mourir de faim la maisonnée, et là, il n'y aurait pas d'hostilité. Enfin, donc, nous allons nous battre pour que tous nos camarades injustement arrêtés et détenus soient libérés. Et nous avons dit, deuxième point, nous allons continuer à nous battre pour qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral au Cameroun. C'est la première fois que j'entends que dans un pays, les dirigeants d'un parti politique qui demandent la réforme des règles du jeu électoral soient considérés comme des ennemis de la patrie, pour chasser. Nous sommes allés en prison pour avoir marché pacifiquement le 26 janvier 2019. Pourquoi? C'était pour 3 choses. Nous disions non au hold-up de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut ramener la paix, le retour de la paix, arrêter de massacrer les Camerounais. Non au hold-up électoral. Parce que le résultat de l'élection présidentielle de 2018 a été détourné. Et troisièmement, non au hold-up des finances publiques. Parce que nous avons perdu l'organisation de la CAN 2019 après que l'État eut débloqué, dit-on, 1000 ou 2000 milliards de francs CFA, dont on ne sait pas la destination. Et personne n'a été sanctionné. Il n'y a eu aucune commission d'enquête. Et c'est ce que nous demandions. Ce n'était pas plus que ça. Il n'y avait rien d'autre. Voilà ce pourquoi on nous a jetés en prison. Parce que des Camerounais ont cru naïvement que l'on pouvait faire l'alternance par les urnes. Ils croyaient que c'était une possibilité d'épargner justement la casse de la guerre à notre pays en travaillant sur le plan électoral pour gagner une élection. Voilà ce pourquoi nous avons passé 9 mois. Et donc, depuis notre sortie de prison, croyez-vous qu'on a autorisé la tenue d'un seul meeting de notre parti? Non, madame. Jusque dans nos sièges, le siège du MRC, nous ne pouvons pas tenir de réunion. Nous avons organisé des campagnes d'inscription massive, d'adhésion massive au MRC. Et on n'a pas pu tenir ces réunions à nos sièges parce qu'on a été dispersés. Au moment où je vous parle, à Bafoussam, cette semaine, on a encore interdit une réunion du MRC. Après notre sortie de prison, nous avons déposé des déclarations de c'était pas des marches, hein, j'ai dit des meetings, c'est-à-dire des réunions fixes. Des meetings fixes, ce n'était pas des marches. À Ebolova, à Yaoundé et à Douala. Dans les 3 cas, on a interdit nos réunions. Dites-moi un parti politique qui ne peut pas tenir de meeting. Comment s'adresse-t-il et à ses militants et à ses compatriotes? Donc en réalité, tout est fait pour nous pousser dans la radicalité. Parce que justement, c'est en réalité la recette du régime. C'est de dire, c'est des destructeurs, c'est la radicalité, ils cassent partout, ce sont nos casseurs. Mais très rapidement, on leur a coupé l'herbe sous les pieds. Et tout ce que nous disons en permanence, c'est vous qui violez les lois. Et en réalité, c'est nous qui sommes les gardiens des lois. Ils ont interdit nos réunions. On a saisi la justice. Vous croyez que la justice a examiné nos recours? Non. Dans 2 ou 3 cas, la justice a attendu que la date du meeting passe pour qu'elle dise votre requête est sans objet, puisque la date à laquelle vous vouliez tenir le meeting. Et voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, quand vous me dites qu'est-ce qui vient après et que devient, il ne faut pas prendre de façon dramatique le fait que le MRC puisse ne pas aller aux élections futures. Vous croyez vraiment que la vie politique camerounaise va s'arrêter le 9 février? Attendons de voir. Que le MRC va s'arrêter le 9 février? Attendons de voir. La vie politique est essentiellement dynamique. Elle est essentiellement dynamique. Et nous ferons en sorte, pour ceux qui y pensent, nous ferons en sorte que le MRC ne disparaisse jamais de la scène politique camerounaise. Il faudra faire avec nous. Question. Il y a une question sur la France et sa posture, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, sur la France. Le problème, je ne peux pas faire un lien
entre on va dire ça comme ça, le peu d'intérêt de certains médias français à ce qui se passe dans notre pays et la position du gouvernement français. Personne de sérieux ne pourrait faire ça, parce que je pense que les médias en France, en tout cas, ceux qui ne sont pas des médias officiels, des journaux privés, tout ça, sont assez libres pour pouvoir effectivement couvrir ces événements. Maintenant, ce que je peux vous dire, non peut-être pas uniquement sur le cas de la France, mais sur le cas d'autres pays, c'est que le gouvernement camerounais, le régime en place, ne regarde pas à la dépense quand il s'agit justement de tout faire pour que personne ne parle du Cameroun. Que l'on dit c'est un pays stable, il ne s'y passe rien, donc ça se passe très bien. Je ne vous dis pas le nombre de cabinets de lobbying qu'ils payent aux États-Unis. L'information existe, si vous cherchez un peu, vous trouverez combien de cabinets de lobbying ils payent aux États-Unis depuis 2 à 3 ans. Pour polir leur image. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne payez pas autant d'argent. Mais de toute façon, ils peuvent le faire d'autant plus aisément que c'est au frère de la princesse ou du prince. Enfin, c'est... Voilà. Donc, en ce qui concerne la France, nous savons, au moins que depuis l'élection présidentielle de 1992, et législative aussi, qu'il y a comment dirais-je, des cabinets de communication qui sont très actifs en France et peut-être aussi en Europe pour qu'on ne trouve pas la bonne conscience. Vous voyez, les sages citoyens français qui ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'un triangle perdu quelque part en Afrique, même si ce pays a des raisons légitimes de croire qu'en raison des liens historiques qui existent entre les deux pays, on pourrait, dans le respect mutuel, quand même se donner des conseils ou des suggestions dans la bonne direction à prendre, pour que demain on ne soit pas obligé de déployer des Français comme au Sahel pour arrêter je ne sais quoi. Parce que ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que nous sommes dans un pays où ces dernières années, on a instillé, au-delà des facteurs de déstabilisation, d'instabilité, d'insécurité dont je vous ai parlé, où l'on a instillé la haine dans les veines des Camerounais. Et c'est beaucoup plus terrible que des groupes armés. Parce que les groupes armés, vous pouvez à un moment donné même discuter avec eux et régler le problème. Mais lorsque vous avez installé dans la conscience des gens la haine les uns des autres, ça devient extrêmement difficile à dépasser. Et donc je pense qu'une nation comme la nation française ne devrait pas se faire complice des gens effectivement qui orchestrent cela dans un pays. C'est au-delà d'une exigence morale. C'est un impératif politique catégorique. Et l'histoire, je crois, a donné suffisamment d'enseignements à la France après ce qui s'est passé au Rwanda, pour que ce pays ne se permette pas d'être le complice de ce qui est en train de sourdir au Cameroun. Nous avons alerté l'opinion là-dessus depuis 3 ans, en alimentant les rédactions de faits. Nous sommes factuels. Nous avons envoyé des textes écrits. Nous avons envoyé des vidéos sonores. Nous avons envoyé des captures d'écran pour dire qu'il y a un danger. Et là, ça ne devient plus une histoire d'un pays. Ce n'est même plus un problème de la seule France. C'est le problème de toutes les nations du monde, parce que nous sommes tous, j'ai compté, on est à peu près à 182 ratifications de la Convention des Nations Unies contre le génocide. Cela veut dire que ça interpelle tous les signataires de cette convention. Ils disent, on ne peut pas accepter ça. Et j'espère bien. Parce que vous vouliez savoir, Madame de RFI, pourquoi nous sommes en tournée, justement, c'est aussi pour vous sensibiliser à cette situation. Que vous, parfois, vous voyez de loin. Et nous croyons notre devoir de venir vers vous pour dire, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça devient une menace réelle. Voilà pourquoi nous sommes dehors. Il y a Jeune Afrique qui me dit un truc.
Merci. Je m'appelle Georges Douguili, je suis journaliste à Journal. Monsieur Kanto, j'aimerais bien comprendre pourquoi le gouvernement camerounais prend le MRC pour un parti révolutionnaire. Parce que voici la situation. Après le scrutin couplé législatif et municipal qui aura lieu dans quelques jours, le scrutin auquel vous ne prendrez pas part, vous allez réussir quelque chose, c'est délégitimer les députés et les conseillers municipaux qui seront élus. Parce que le taux de participation sera probablement fait du fait du boycott du MRC. Et vous avez déjà réussi à délégitimer M. Biya, vous l'avez démontré abondamment devant le Conseil constitutionnel, c'était un président mal élu. Que va-t-il se passer après le scrutin de février, étant donné que nous aurons 5 ans sans élection, si je me trompe, que va-t-il se passer? Vous avez dit tout à l'heure que vous ne nous donneriez pas la stratégie du MRC, mais la situation est celle-là. Le fruit sera-t-il suffisamment mieux pour tomber? Je ne sais pas quelle est la suite. Merci. Très bien, merci. C'est une question extrêmement importante, mais qui revient effectivement à l'aspect stratégique. Mais il y a des choses que je peux dire ici, très simplement. Je vous ai dit, la scène politique n'est jamais figée. C'est un travail de chaque jour. Mais je vais vous dire une chose. Nous gardons la main tendue. Quand j'étais en prison, j'ai écrit. Parce qu'on nous a présenté souvent, enfin parfois d'ailleurs, pas souvent, mais parfois, comme étant dans la radicalité. Et quelqu'un qui est dans la radicalité ne dit pas après le Conseil constitutionnel, moi je ne marchais pas sur le sang des Camerounais pour accéder au pouvoir. Le gouvernement n'a pas assez communiqué sur un fait. C'est que juste après l'élection du 7 octobre et après notre sortie du 8 octobre, il y a un groupe armé qui est venu me voir pour essayer en nous disant, voilà, nous sommes prêts, nos services et tout. Nous avons dénoncé cela au gouvernement. Si vous vous souvenez des réseaux sociaux à l'époque, d'ailleurs certains nous ont attaqués en disant, oui, mais enfin ça, c'est pas des gens sérieux, comment peuvent-ils dénoncer des gens qui voulaient renverser ce gouvernement? Ce n'est pas notre démarche. Donc nous aurions pu sauter sur l'occasion. Peut-être d'ailleurs s'agissait-il d'un piège, j'en sais rien, mais en fait toujours, nous avons alerté le gouvernement. Le gouvernement le sait. Et certains de nos camarades qui ont suivi ce dossier ont reçu des félicitations du même gouvernement qui nous traite, des gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Je le dis ici, Paris, je l'ai dit au Cameroun. Ils sont libres de contester ce que je dis. Voilà, s'ils peuvent, ils peuvent le faire. Donc c'est extrêmement intéressant de dire, vous avez boycotté les élections, vous serez hors jeu, et donc après cela, qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Nous allons travailler pendant 5 ans, même plus si c'est nécessaire, à continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale, sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe pas du ciel. Personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé. Et on a dit, on va parler aux Camerounais. Pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais aujourd'hui? Dites-moi, pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais? Parce qu'ils savent. Ils ont réalisé justement que nous faisons un travail qui n'en prennent pas les voies qu'ils espéraient. Et c'est de parler à la conscience de nos compatriotes.
c'est de dire non, vous n'avez pas été une colonie de qui que ce soit. Vous avez été protectorat allemand. Même si après on a voulu faire une distinction entre le protectorat de droit international et le protectorat de droit interne, en nous faisant croire que nous étions sous le régime du droit allemand. Mais nous étions protectorat, c'était des accords, des traités signés. Ça s'appelait des traités. Quand Nachtigal signe le dernier traité le 12 juillet 1884 à Douala, c'est un traité. Nous n'avons pas été une colonie. Et à partir de 1916, lorsque l'Allemagne perd la guerre, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe pendant une courte période pour qu'à partir de 1922, nous soyons un territoire sous mandat, dont nous n'avons jamais été une colonie. Puis à partir de 1945-46, un territoire sous tutelle, dont nous n'avons jamais été une colonie. Il faudrait donc qu'on repositionne nos relations en se souvenant de ça. Et que les Camerounais eux-mêmes aient la conscience de ce que le nationalisme camerounais n'est pas un artifice. Il est profond dans l'histoire de notre pays. Quand Mangabé envoie des émissaires au sud, Gossodine, rencontrer Martin-Paul Samba, pour dire j'ai une cause, face aux Allemands qui arrachent nos terres, on doit faire cause commune pour se battre. C'est là que commence à naître la nation camerounaise. C'est ça que je voudrais que mes jeunes compatriotes, à qui on n'a pas enseigné cela, ça que je voudrais qu'ils sachent. Et que c'est dans cette dynamique, toute cette trajectoire que s'est bâti notre pays. En passant par les nationalistes des années 1948 jusqu'au dernier exécuté le 15 janvier 1971. C'est ça l'histoire du Cameroun. Il faut s'inscrire donc dans cette continuité. C'est ça que je voudrais que nous continuions à faire. Et que ceux qui viennent diviser artificiellement les Camerounais ne trouveront jamais au MRC, encore moins auprès de Camto, un quelconque soutien. Parce qu'en plus, ils mentent. Allez voir dans les familles de tous ceux qui entretiennent ces discours. Dans leur famille, il y a des gens venant de toutes les régions du pays. Certains ont une épouse qui viennent de la région qu'ils vomissent, pardon. Ils ont des enfants qui ont épousé les gens de l'autre région. Mais ils entretiennent, juste pour leur maintien au pouvoir, une division artificielle entre les Camerounais. Ça n'a pas de sens. Ils ne trouveront jamais chez moi, auprès de moi, un soutien. Et je l'ai dit pour ceux qui croient que je le dis aujourd'hui. Prenez mon texte de 2011, dans lequel j'explique pourquoi je quitte le gouvernement. C'est sur les réseaux sociaux. Je le dis dedans. Pourquoi est-ce que nous ne disons pas, ah oui, on a dit que si on veut cacher quelque chose au noir, il faut le mettre dans les livres. C'est pour cela que mais lisez-le, je le dis déjà. Donc nous avons un problème. C'est ce travail qu'on va continuer de faire. Et je veux dire, pour répondre complètement à la question de M. Duguéry, que nous allons continuer. Vous savez, quand j'ai écrit donc, à M. disons au Camerounais en disant que je tends la main à M. Biya, pour qu'on fasse quoi? J'ai dit pour que l'on solde. Pour que l'on solde les élections, l'élection présidentielle, donc les désaccords, le contentieux. Quand vous soldez, je n'ai pas fait beaucoup de comptabilité, mais il semble que quand on solde, ça veut dire qu'on clôt, n'est-ce pas, on tourne la page. Donc, cela veut dire que nous voulions justement que l'on tourne la page, et que nous ne restons pas éternellement figés, bloqués à 2018. Nous voulons que le pays avance. Et je voudrais dire ici, ce que j'ai dit au Cameroun, je voudrais dire ici à Paris, que les choses ne vont pas changer s'il n'y a pas un petit effort de l'autre côté pour comprendre que les Camerounais veulent autre chose. Les choses ne changeront pas si, au moins, et c'est ce que j'ai demandé, au moins on ne fait pas une réforme sérieuse du code, du système